Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de République Métis, un espace dédié à la réflexion sur notre monde moderne. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un des plus grands spécialistes de la communication et un observateur sagace de la diversité, M. Armand Matlard. Bonjour, M. Matlard. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes chercheur franco-belge de premier plan. Vous débutez votre carrière à l'Université catholique du Chili à Santiago. Vous y êtes resté 11 ans jusqu'au coup d'État du général Pinochet. Vous avez d'ailleurs réalisé en collaboration avec Chris Marker un documentaire remarquable intitulé La Spirale sur cette période. En 1976, vous intégrez l'Université française où vous créez en 1997, à Paris 8, un centre sur les médias et l'internationalisation, dis-je bien. Et depuis 2003, vous êtes le président de l'Observatoire français des médias et l'un des signataires du manifeste de Porto Alegre. De plus, vous êtes un auteur prolifique, plus d'une quarantaine d'ouvrages, dont plusieurs aux éditions La Découverte, dont l'excellent Diversité culturelle et mondialisation, sur lequel on va porter une attention particulière. Et plus récemment, Un regard monde, signé avec Michel Sénécal, qui va nous servir de fil rouge durant cet entretien. Alors, ceci dit, commençons par le commencement, Monsieur Matlard. Vous vous définissez comme un enfant de la guerre. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que je suis né en 1936, donc finalement j'avais à la sortie, lors de la libération, comme on dit, en septembre 1944, 8 ans. 8 ans, c'est-à-dire que finalement j'ai vécu la guerre et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué, non seulement les privations, mais aussi, disons, les barbaries. J'ai passé la guerre dans des endroits où il y avait souvent, tout près des aéroports, des aérodromes militaires. Pourquoi? Parce que mon père était fonctionnaire et travaillait dans des lieux où il y avait des aérodromes. Mais ça m'a beaucoup marqué, les bombardements, tout ça, vous voyez. Oui, et en même temps, ce qui m'a marqué, c'est le contraste entre la période de la guerre et la libération. Disons, le contraste entre les armées allemandes, finalement, et la libération, comme on disait. La libération, c'est-à-dire, finalement, l'arrivée, on a été, nous autres, délivrés par les Américains. Et votre formation, durant ces années de l'après-guerre, a été marquée par le militantisme chrétien, social. Disons que j'ai été interne, comme on disait, pensionnaire, dans un collège catholique pendant 8 ans. Pourquoi? Parce que mes parents habitaient dans un lieu où il n'y avait pas d'enseignement secondaire, et donc je suis resté pendant 8 ans dans un collège catholique, dirigé par des prêtres séculiers, et j'ai été très marqué par, disons, le scoutisme. Scoutisme, mais pas n'importe quel scoutisme, un scoutisme qui avait une vision plutôt qui était vraiment lié au christianisme social. À ce moment-là, il faut dire qu'on était dans une période de récupération et souvent une période de misère pour beaucoup de secteurs à ce moment-là. Et disons que nous travaillons beaucoup avec des gens démunis, sans logis, etc. C'est-à-dire notre troupe scout était très liée au travail social. Est-ce que c'est de là d'où vient votre engagement futur? Je crois que ça a été important. Alors, je passe sur votre engagement plus spirituel que vous avez avec la fraternité de Charles de Foucault. Vous vous trouvez en formation à Paris où vous devenez démographe, si je m'abuse. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Paris dans les tout débuts des années 60. Oui, c'est-à-dire ce que j'ai fait mes études de droit à l'université de Louvain. Et ensuite, j'ai essayé, parce que j'étais très intéressé à m'engager
sur les questions du tiers-monde. Oui. Et comme, disons, à Paris, il y avait, disons, des centres d'études à l'université, à la Sorbonne, qui travaillaient sur le tiers-monde, je me suis dit, je me suis engagé, j'ai suivi les cours de démographe, le diplôme de démographie. Pourquoi? Parce que c'était, disons, une spécialité où il y avait très peu de spécialistes et il y avait beaucoup de demandes de la part des pays qu'on disait à ce moment-là du tiers-monde. Et là, vous rencontrez votre épouse Michel, avec laquelle vous d'ailleurs, vous ne cesserez de collaborer. Hein. Et puis, vous vous embarquez pour le Chili, où vous resterez 11 ans, jusqu'au coup d'État de 1973. C'est une période bouillonnante, importante. C'est un laboratoire, l'Amérique du Sud en général, est un laboratoire social et politique de premier ordre. Oui, je crois que ça a été... Disons que l'originalité de l'expérience chilienne, surtout entre 70 et 73, voilà. sous la présidence de Salvador Allende, c'était, disons, l'originalité, c'est que c'est un socialisme, on pourrait dire, humaniste. C'est-à-dire un socialisme qui, finalement, préservait la liberté d'expression, la liberté de presse, telle que la définissait la Constitution. Mm-hmm. Ce qui est très rare, disons, dans l'histoire de la construction des socialismes, en général, il y a un blocage de ce point de vue-là par rapport à la liberté d'expression, vous comprenez. Mm-hmm. Et ce qui a été intéressant, c'est que précisément, il y a eu un affrontement entre des projets de société, un libre affrontement. Évidemment, la droite s'en est les secteurs conservateurs ont beaucoup utilisé cette liberté pour en faire une liberté de sédition. Et renverser Allende. Et ce qui est intéressant, c'est cette expérience précisément où on a vu, disons, s'affronter des projets de société, et vraiment un projet de société démocratique à partir de la participation des secteurs populaires. Et ça a été très important. Et donc, après, vous êtes obligé de partir. C'est-à-dire que je suis expulsé. Oui, vous êtes. Fin septembre 73. Oui. Vous vous retrouvez en France, et là, vous commencez une autre partie de votre vie qui va être consacrée davantage à la communication et à l'observation des médias. Et vous publiez coup sur coup. Dans la foulée, au tout début des années 80, trois ouvrages importants. Penser les médias en 84, le Carnaval des images en 87 et l'International publicitaire en 89. Or, ces ouvrages, justement, épousent presque l'émergence de ce qu'on va appeler la mondialisation, qui est axée à la fois sur la libéralisation des marchés nationaux, à travers la financiarisation et la libéralisation des ondes qui est concomitante. Oui, tout à fait. Alors, quelles observations faites-vous et quelles sont les grandes caractéristiques de cette libéralisation qu'on nous a vendue comme étant un progrès, mais qui finalement est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui? C'est-à-dire que les années 70 sont une décennie, on peut dire que c'est une décennie où émergent beaucoup de projets alternatifs au niveau des médias. Il suffit de rappeler les radios et les télévisions communautaires au Québec, qui deviennent d'ailleurs, c'est très intéressant, je me rappelle à cette époque-là, les Français, disons, qui travaillaient sur la communication, allaient voir au Québec ce qui se passait. Oui. Je me rappelle avoir même publié un bouquin, disons, d'un groupe français sur les télévisions communautaires, disons, au Québec, dans les années 70. Évidemment, toute cette vague d'interrogations sur le monopole et le service public dans les années 70 va atteindre la France dans les années 70, mais un peu plus tard, avec les radios libres, etc. Oui. Ça va atteindre aussi l'Italie, etc. Oui, absolument. Etc. Donc c'est une période vraiment d'effervescence de la réflexion et d'action. De construction, finalement, de radios alternatives. Mais il n'y a pas là une manip qui s'est faite à un moment donné. Je pense aux radios et aux télévisions communautaires en Italie.
c'est finalement Berlusconi qui va mettre alors, la main dessus le grand problème, et qui va tout à les fait. reprendre. Alors, le grand problème, c'est qu'à partir des années 80, dans le cadre de la libéralisation, dans le cadre des déréglementations, il est évident que c'est l'approche commerciale des médias qui va prévaloir. C'est à ce moment-là que vont commencer à se construire des conglomérats médiatiques comme finalement des conglomérats en matière de télécommunications. Disons qu'à partir de 84-85, à partir des déréglementations, les déréglementations commencent d'abord avec la déréglementation bancaire, c'est-à-dire l'établissement d'un espace global, fluide au niveau de l'échange des capitaux. Donc, à partir des années 80, il y a vraiment une crise, même des modèles alternatifs. Et beaucoup, d'ailleurs, se convertissent au modèle commercial. Ou disons, prennent des voies non critiques de la société. Alors, il y a une responsabilité de la gauche. La gauche, à cet égard, pourquoi elle ne voit rien venir? C'est elle, d'ailleurs, qui accompagne ce mouvement. Je pense ici au Parti socialiste lorsque François Mitterrand est au pouvoir. Pourquoi elle ne voit rien venir? Elle ne voit rien venir. D'abord, au niveau de la communication, surtout, je crois que, le domaine des médias et le domaine des médias et de la communication, ils me paraissent un point aveugle dans la réflexion du mouvement social et du mouvement ouvrier, historiquement. Pourquoi? Parce que je crois que disons que c'est lié à la notion de culture, finalement, que travaille la gauche. Et disons, elle a été longtemps marquée par, une conception de la culture comme cinquième roue de carrosse. C'est-à-dire cette fameuse théorie de l'infrastructure et de la superstructure, dans la structure, la superstructure étant la communication, la culture, l'éducation. Cette fameuse théorie orthodoxe, finalement marxiste, pensait qu'il fallait d'abord construire l'infrastructure, c'est-à-dire doter le pays d'une base industrielle, et après viendraient les changements culturels et les problématiques culturelles. Le problème, c'est qu'on a attendu longtemps et ça n'est jamais venu. Vous comprenez? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans votre livre, vous faites la distinction entre la mécanique et les fluides. Oui, c'est ça. Donc, si on peut reprendre l'image, la gauche était plus attachée à la mécanique de l'ascenseur social plutôt que à la conception d'une transformation à travers la notion de fluide, de l'interconnexion transversale, si vous Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait... Moi, je crois qu'il y a beaucoup à approcher ces réalités-là. Je crois que dans la gauche, il y avait, au niveau de la réflexion sur les médias, le média alternatif, quand elle était présente, il y avait la même relation entre le parti et les masses et le peuple, c'est-à-dire des relations verticales. Vous comprenez ? Et je crois que ça explique beaucoup les absences, les carences de réflexion sur le média, la culture, etc. Évidemment, à partir des années 70, il y a eu de plus en plus de groupes. Et mai 68 est important là-dessus, mais il n'y a pas que mai 68, il y a aussi le tiers-monde qui commence à penser ces questions-là. Il y a eu évidemment de nouvelles sources de réflexion qui ont coupé avec cette vision orthodoxe, finalement, qui minimisait le rôle de la culture, même dans le développement de la société et même dans le développement des peuples, des sociétés. Mais est-ce que c'est intégré dans les mouvements, dans les partis? Dans les partis politiques de gauche. Est-ce que cette notion-là a été intégrée d'après vous? Encore aujourd'hui? Ça vient surtout à partir de la marge, ça, vous comprenez. Bien sûr, c'est vrai que, la problématique de la communication, de la transformation des médias alternatifs, vient, par exemple, fondamentalement, devient publique, et encore à partir seulement de quelques foyers, vraiment, avec le développement d'un mouvement social, c'est-à-dire à partir de la fin du millénaire antérieur, c'est-à-dire la fin du siècle
du dernier siècle, elle commence vraiment à émerger, disons, commence à émerger toute une réflexion organique sur la nécessité de transformer les médias et transformer finalement le paysage de la communication à partir finalement des débats sur la société de l'information, sur la diversité des expressions culturelles, et fondamentalement, ça vient à partir de nouvelles agoras, de nouvelles assemblées, c'est-à-dire les forums sociaux, les coalitions pour la diversité culturelle, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que toutes ces problématiques émergent réellement à partir, finalement, de nouveaux acteurs, de nouveaux acteurs sociaux et professionnels. Regardez la coalition pour la diversité des expressions culturelles, disons, qui se crée à partir du Québec. En 2003, 2004, 2005. C'est intéressant parce que, finalement, vous retrouvez un tissu associatif vraiment très varié et en même temps des professionnels de la culture. Donc vous voyez, je crois que réellement là-dessus, on peut dire qu'il y a une véritable rupture et, disons, et une appréhension de la culture dans un sens large à partir finalement du début de ce millénaire-ci. Oui. Alors, à cet égard, vous publiez justement Diversité culturelle et mondialisation, puis quelques années plus tard, en montrant bien que la diversité culturelle est une notion très ambiguë. Tout le monde est pour la diversité culturelle, y compris les grands opérateurs de la mondialisation que sont notamment Vivendi Universel, dont l'ancien président se fend d'une lettre ouverte dans Le Monde où il dit « Je suis pour la diversité culturelle ». Tout à fait, oui. Et le marché également. Alors, tout. C'est embêtant, ça, cette ambiguïté. C'est une tendance qui a toujours existé, mais enfin, ça se fait plus clair à partir des débats qui sont mis en place sur l'exception culturelle. Je crois que le débat sur l'exception culturelle dans les années 90 a commencé, disons, à problématiser le problème des rapports inégaux entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi entre, disons, les pays du tiers-monde et le Nord. Et je crois que ça a été très important, ça. Je crois que c'est très important, ce moment de débat sur, au Québec, ça s'appelle l'exemption culturelle, et disons, en France, l'exception culturelle. C'est-à-dire, finalement, l'idée qu'il faut soustraire la culture, comme disait Mitterrand, les produits de l'esprit, finalement, aux logiques marchandes. Et c'est à ce moment-là, finalement, que les lobbies industriels des industries de la culture, finalement, ont fait valoir, mais nous aussi, effectivement, nous prônons la diversité culturelle. Mais pour nous, la diversité culturelle, disent-ils, c'est la diversité de l'offre des produits sur le marché, sur les rayons. Bien sûr. Alors que pour, finalement, le projet alternatif et le projet de démocratisation de la communication et de la culture, c'est finalement la participation de plus en plus de voix au processus de communication. Et ce que vous appelez la démocratie monde. Voilà. Alors, il y a une vraie guerre actuellement. Il y a une vraie guerre invisible. Elle continue, vous comprenez. Elle s'est vraiment déclarée, on peut dire, vers la fin des années 90, début de ce millénaire, et elle continue. Elle continue pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne discute peut-être plus sur une convention sur la diversité des expressions culturelles, parce qu'elle a été approuvée. À l'exception des États-Unis et de quelques pays, 7 pays. Exactement. Alors, 2005. Alors maintenant, ce problème de la diversité culturelle se transfère dans d'autres aires de débats internationaux. Par exemple, la question sur la propriété intellectuelle, etc. C'est énorme, vous comprenez. énorme, Et c'est ça, vous voyez. C'est-à-dire que la notion de diversité culturelle est une notion phare, dans la mesure où vous pouvez la balader tantôt dans l'Organisation mondiale du commerce, qui s'en réclame, l'UNESCO, l'Organisation
pour la propriété intellectuelle, etc. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est intéressant. Ou l'Union internationale des télécoms. Alors, c'est là. Les forces sont dissymétriques. Le marché, comment? Oui. Le marché a d'immenses moyens et des lobbies ultra puissants. Exactement. Et le problème, c'est qu'en plus, il contrôle aussi, les normes de l'architecture des réseaux. Oui. Alors, le grand problème est là. Alors, que faire? Moi, je vais vous dire une chose. Oui, expliquez-nous. Avec votre expérience. Effectivement, tous ces débats depuis très longtemps. J'en ai été même partie participante. Oui, puisque... C'est ça. Mais je crois de toute façon qu'il y a quand même une rupture qui s'est effectuée en 2008 avec la crise économique et financière, qui n'est pas seulement une crise financière et économique, mais qui est une crise de civilisation. Bien. Puisque c'est une crise alimentaire, c'est une crise de l'environnement, absolument, etc. Vous comprenez, des crises énergétiques. Mais on remet le chaudron, on remet une louche encore. Oui, il y a le G8 là. Oui. Alors, parlons-en de ça. Oui. Ce qui est sûr, c'est que le modèle néolibéral de rapports sociaux et d'ordonnancement du monde en a pris un coup. Bien. A perdu de son crédit à partir de 2008. Le problème, comme vous dites, on recommence. Oui. Et on recommence d'autant plus que je crois que dans la géopolitique mondiale aujourd'hui, il y a un retour de la part des pays occidentaux à réoccidentaliser le monde. Oui. D'ailleurs, c'est très intéressant, le titre du monde hier. Le G8 se réunit à Deauville pour protéger une chose comme ça, pour protéger les intérêts occidentaux. Oui, mais l'Occident a perdu la partie d'une certaine façon. On avait une discussion comme ça avec, justement, de cet ordre avec Jean-Claude Guibault. L'Occident doit passer le relais maintenant. Oui ou non? Il ne veut pas passer le relais. Pourquoi? Mais regardez le G8. Oui. Le G8 parce que finalement, mais pourquoi il ne veut pas passer le relais? C'est une longue histoire de construction de l'hégémonie. Oui. Et disons, les maîtres du monde sont quand même encore, l'Occident est encore l'Occident. Mais il ne produit que 43% de la richesse. Oui, tout à fait. Et je crois de toute façon que c'est une réaction face à précisément cette menace de changement d'hégémonie, de changement de distribution des pouvoirs dans le monde. La Chine, l'Inde, les pays émergents, il est évident que c'est tout ça qui est en train de se jouer, vous comprenez? Oui, mais qu'est-ce qui fait obstacle? Est-ce que c'est l'État-nation, je pose la question au hasard, qui a structuré cet espace-là ou autre chose? Et bien sûr, il y a les marchés. Je crois que c'est vraiment, une géopolitique des puissants, vous comprenez. Disons, il y a eu, ces pays occidentaux ont finalement imposé des règles et leur modèle finalement a été souvent suivi dans l'ensemble du monde. Aujourd'hui, finalement, les pays qui veulent échapper à cette hégémonie et construire eux-mêmes, leur propre voie de développement. Vous comprenez? C'est évident que le lien, les alliances entre le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres pays émergents, ça pose, même s'ils n'interrogent pas radicalement le mode le développement capitaliste, de toute façon, pose d'autres références, vous comprenez? D'autres références. C'est très important, ça. Évidemment, je ne crois pas qu'on puisse, dire que, ces transformations s'opéreront sur le court terme. Je crois que ça prend du temps. Ça prend du temps. La construction, d'autres hégémonies et d'une contre-hégémonie par rapport aux pays occidentaux, prendra du temps pour s'installer, vous comprenez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pays occidentaux, les pays, les grands pays industriels, finalement, se résistent à cela. Se résistent à cela, vous comprenez. Se résistent à cela. Mais c'est pas l'État-nation qui fait... justement, c'est quand même les chefs d'État qui se réunissent. Ce sont des chefs d'État de souverains, de pays structurés à travers le modèle qui a été inventé en France, d'ailleurs, de l'État-nation.
Est-ce que c'est, justement, je vous propose la question, c'est cela qui doit dépasser, c'est ce qui a fait obstacle d'ailleurs, qui fait obstacle à la création d'une véritable Europe politique, c'est que les États-nations conservent encore les bonnes cartes, et c'est eux qui quand même sont déterminants. Oui, mais ce qui est important, c'est de s'interroger sur quel État-nation, vous comprenez. Oui. Je crois que le problème de l'État-nation dans ces pays-là sont des États-nations, des États qui finalement ne libèrent pas, disons, n'observent pas la souveraineté populaire et, disons, le politique. Quel est le problème de l'Europe ? Le problème, l'Europe n'est pas une Europe politique, ni une Europe sociale, ni une Europe culturelle. C'est une Europe qui s'est construite à partir de l'idée de marché. Oui. Et le problème est là. C'est-à-dire que l'Europe, à partir de toutes ces valeurs qui sont souvent contradictoires, etc., mais disons à partir de toutes ces valeurs, disons, n'a pas réussi à investir finalement cette part de civilisation qu'elle représente dans dans la présentation d'un modèle différent de société, vous comprenez? Oui. C'est ça le problème. Oui. Et alors finalement, elle n'offre plus rien du tout. Elle ne représente plus rien du tout pour des pays qui cherchent leur propre voie maintenant. Et c'est ce que l'Europe ne se rend pas compte. Et les États-Unis, c'est la même chose, vous comprenez? Ça prendra du temps. Et je crois qu'on est à un moment de bascule. Un moment de bascule. Même si on vous dit on sort de la crise, on va sortir de la crise. Non, c'est une crise, disons, comme disent les historiens du temps monde, c'est une crise qui va prendre de nombreuses années, de nombreuses décennies, et au bout de laquelle vont devoir se redéfinir les hégémonies mondiales, vous comprenez. Alors, l'émission va à son terme. Une question avant de conclure. Vous êtes président de l'Observatoire français des médias. Votre analyse du paysage médiatique actuel en France et aussi votre analyse de ces nouveaux médias auxquels on participe, nous, TVM Est Parisien. Écoutez, je trouve que le paysage médiatique en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays européens, ne donne pas, disons, aux voix multiples qui composent une société, vous comprenez, suffisamment d'espace. Lorsque je compare avec l'Amérique latine, il n'y a aucune comparaison. Il y a en Amérique latine, par exemple, toute une floraison de radio, de télévision, du mouvement indigène, des femmes, des paysans sans terre, etc., qui montrent que finalement, les médias, il y a une appropriation sociale des médias. Des médias, mais quand je parle des médias, c'est la radio, la télévision, tout ce qui fait, disons, qui est le cœur du système médiatique, vous comprenez. Et je trouve que de ce point de vue-là, nous sommes en Europe vraiment dans une situation quand même de carence. Il y aurait, disons, la difficulté qu'éprouvent les radios dites libres ou les radios locales pour se faire, disons, se construire un espace dans beaucoup de lieux, vous comprenez, et disons, indicateur de ça. Je crois qu'il y a un problème, et je crois, nous autres à l'Observatoire, d'ailleurs, nous avons discuté beaucoup de cette question. Nous avons aussi discuté sur la façon finalement de soutenir, disons, de soutenir financièrement, disons, institutionnellement toutes ces expériences, et disons, nous avons très peu pu avancer, vous comprenez. Merci, Monsieur Matlard, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Cette émission est terminée. Je vous souhaite bonne réception et à la prochaine.